Le comte de Monte Cristo, partie 11 du livre audio, chapitre 30. Le 5 septembre. Ce délai accordé par le mandataire de la maison Thomson et French, au moment où Morel s'y attendait le moins, parut au pauvre armateur un de ces retours de bonheur qui annoncent à l'homme que le sort s'est enfin lassé de s'acharner sur lui. Le même jour, il raconta ce qui lui était arrivé à sa fille, à sa femme et à Emmanuel, et un peu d'espérance, sinon de tranquillité, rentra dans la famille. Mais, malheureusement, Morel n'avait pas seulement affaire à la maison Thomson et French, qui s'était montrée envers lui de si bonne composition. Comme il l'avait dit, dans le commerce, on a des correspondants et pas d'amis. Lorsqu'il songeait profondément, il ne comprenait même pas cette conduite généreuse de messieurs Thomson et French envers lui. Il ne se l'expliquait que par cette réflexion intelligemment égoïste que cette maison aurait faite. Mieux vaut soutenir un homme qui nous doit près de 300 000 francs et avoir ces 300 000 francs au bout de 3 mois que de hâter sa ruine et avoir 6 ou 8% du capital. Malheureusement, soit haine, soit aveuglement, tous les correspondants de Morel ne firent pas la même réflexion, et quelques-uns même firent la réflexion contraire. Les traites souscrites par Morel furent donc présentées à la caisse avec une scrupuleuse rigueur, et, grâce au délai accordé par l'anglais, furent payées par Coclès à bureau ouvert. Coclès continua donc de demeurer dans sa tranquillité fatidique. M. Morel seul vit avec terreur que s'il avait eu à rembourser le 15 les 50 000 francs de Beauville et le 30 les 32 500 francs de traite pour lesquels, ainsi que pour la créance de l'inspecteur des prisons, il avait un délai, il était dès ce mois-là un homme perdu. L'opinion de tout le commerce de Marseille était que, sous les revers successifs qui l'accablaient, Morel ne pouvait tenir. L'étonnement fut donc grand lorsqu'on vit sa fin de mois remplie avec son exactitude ordinaire. Cependant, la confiance ne rentra point pour cela dans les esprits, et l'on remit d'une voix unanime à la fin du mois prochain la déposition du bilan du malheureux armateur. Tout le mois se passa dans des efforts inouïs de la part de Morel pour réunir toutes ses ressources. Autrefois, son papier, à quelque date que ce fût, était pris avec confiance, et même demandé. Morel essaya de négocier du papier à 90 jours, et trouva les banques fermées. Heureusement, Morel avait lui-même quelques rentrées sur lesquelles il pouvait compter. Ces rentrées s'opérèrent. Morel se trouva donc encore en mesure de faire face à ses engagements lorsqu'arriva la fin de juillet. Au reste, on n'avait pas revu à Marseille le mandataire de la maison Thomson et French. Le lendemain ou le surlendemain de sa visite à M. Morel, il avait disparu. Or, comme il n'avait eu à Marseille de relation qu'avec le maire, l'inspecteur des prisons et M. Morel, son passage n'avait laissé d'autres traces que le souvenir différent qu'avaient gardé de lui ces 3 personnes. Quant aux matelots du Pharaon, il paraît qu'ils avaient trouvé quelque engagement, car ils avaient disparu aussi. Le capitaine Gaumard, remis de l'indisposition qu'il avait retenue à Palma, revint à son tour. Il hésitait à se présenter chez M. Morel, mais celui-ci apprit son arrivée et l'alla trouver lui-même. Le digne armateur savait d'avance, par le récit de Penelon, la conduite courageuse qu'avait tenue le capitaine pendant tout ce sinistre, et ce fut lui qui essaya de le consoler. Il lui apportait le montant de sa solde que le capitaine Gaumard n'eût point osé aller toucher. Comme il descendait l'escalier, M. Morel rencontra Penelon qui le montait. Penelon avait, à ce qu'il paraissait, fait bon emploi de son argent, car il était tout vêtu de neuf. En apercevant son armateur, le digne timonier parut fort embarrassé. Il se rangea dans l'angle le plus éloigné du palier, passa alternativement sa chique de gauche à droite et de droite à gauche, en roulant de gros yeux effarés, et ne répondit que par une pression timide à la poignée de main que lui offrit, avec sa cordialité ordinaire, M. Morel. M. Morel attribua l'embarras de Penelon à l'élégance de sa toilette.
Il était évident que le brave homme n'avait pas donné à son compte dans un pareil luxe. Il était donc déjà engagé sans doute à bord de quelque autre bâtiment, et sa honte lui venait de ce qu'il n'avait pas, si l'on peut s'exprimer ainsi, porté plus longtemps le deuil du pharaon. Peut-être même venait-il pour faire part au capitaine Gomard de sa bonne fortune et pour lui faire part des offres de son nouveau maître. « Braves gens, dit Morel en s'éloignant, puisse votre nouveau maître vous aimer comme je vous aimais, et être plus heureux que je ne le suis. » Août s'écoula dans des tentatives sans cesse renouvelées par Morel de relever son ancien crédit ou de s'en ouvrir un nouveau. Le 20 août, on sut à Marseille qu'il avait pris une place à la malle-poste, et l'on se dit alors que c'était pour la fin du mois courant que le bilan devait être déposé, et que Morel était parti d'avance pour ne pas assister à cet acte cruel, délégué sans doute à son premier commis Emmanuel et à son caissier Coclès. Mais, contre toutes les prévisions, lorsque le 31 août arriva, la caisse s'ouvrit comme d'habitude. Coclès apparut derrière le grillage, calme comme le juste d'Horace, examina avec la même attention le papier qu'on lui présentait et, depuis la première jusqu'à la dernière, paya les traites avec la même exactitude. Il vint même 2 remboursements qu'avait prévu M. Morel, et que Coclès paya avec la même ponctualité que les traites qui étaient personnelles à l'armateur. On n'y comprenait plus rien, et l'on remettait, avec la ténacité particulière, au prophète de mauvaises nouvelles, la faillite à la fin de septembre. Le 1er, Morel arriva. Il était attendu par toute sa famille avec une grande anxiété. De ce voyage à Paris devait surgir sa dernière voie de salut. Morel avait pensé à Danglars, aujourd'hui millionnaire et autrefois son obligé, puisque c'était à la recommandation de Morel que Danglars était entré au service du banquier espagnol chez lequel avait commencé son immense fortune. Aujourd'hui, Danglars, disait-on, avait 6 ou 8 millions à lui, un crédit illimité. Danglars, sans tirer un écu de sa poche, pouvait sauver Morel. Il n'avait qu'à garantir un emprunt, et Morel était sauvé. Morel avait depuis longtemps pensé à Danglars, mais il y a de ces répulsions instinctives dont on n'est pas maître, et Morel avait tardé autant qu'il lui avait été possible de recourir à ce suprême moyen. Il avait eu raison, car il était revenu brisé sous l'humiliation d'un refus. Aussi, à son retour, Morel n'avait-il exhalé aucune plainte, proféré aucune récrimination. Il avait embrassé en pleurant sa femme et sa fille, avait tendu une main amicale à Emmanuel, s'était enfermé dans son cabinet du second et avait demandé Coclès. « Pour cette fois, avaient dit les 2 femmes à Emmanuel, nous sommes perdus. » Puis, dans un court conciliabule tenu entre elles, il avait été convenu que Julie écrirait à son frère, en garnison à Nîmes, d'arriver à l'instant même. Les pauvres femmes sentaient instinctivement qu'elles avaient besoin de toute leur force pour soutenir le coup qui les menaçait. D'ailleurs, Maximilien Morel, quoique âgé de 22 ans à peine, avait déjà une grande influence sur son père. C'était un jeune homme ferme et droit. Au moment où il s'était agi d'embrasser une carrière, son père n'avait point voulu lui imposer d'avance un avenir et avait consulté les goûts du jeune Maximilien. Celui-ci avait alors déclaré qu'il voulait suivre la carrière militaire. Il avait fait, en conséquence, d'excellentes études, était entré par le concours à l'école polytechnique et en était sorti sous-lieutenant au 53e de ligne. Depuis 1 an, il occupait ce grade et avait promesse d'être nommé lieutenant à la première occasion. Dans le régiment, Maximilien Morel était cité comme le rigide observateur, non seulement de toutes les obligations imposées aux soldats, mais encore de tous les devoirs proposés à l'homme, et on ne l'appelait que le stoïcien. Il va sans dire que beaucoup de ceux qui lui donnaient cette épithète la répétaient pour l'avoir entendue, et ne savaient pas même ce qu'elle voulait dire. C'était ce jeune homme que sa mère et sa sœur appelaient à leur aide pour les soutenir dans la circonstance grave où elles sentaient qu'elles allaient se trouver.
Elle ne s'était pas trompée sur la gravité de cette circonstance, car, un instant après que M. Morel fut entré dans son cabinet avec Coclès, Julie en vit sortir ce dernier, pâle, tremblant, et le visage tout bouleversé. Elle voulut l'interroger comme il passait près d'elle, mais le brave homme, continuant de descendre l'escalier avec une précipitation qui ne lui était pas habituelle, se contenta de s'écrier en levant les bras au ciel. « Oh, mademoiselle, mademoiselle, quel affreux malheur! Et qui jamais aurait cru cela ?» Un instant après, Julie le vit remonter portant 2 ou 3 gros registres, un portefeuille et un sac d'argent. Morel consulta les registres, ouvrit le portefeuille, compta l'argent. Toutes ses ressources montaient à 6 ou 8 000 francs, ses rentrées jusqu'aux 5 à 4 ou 5 000, ce qui faisait, en cotant au plus haut, un actif de 14 000 francs pour faire face à une traite de 287 500 francs. Il n'y avait pas même moyen d'offrir un pareil acompte. Cependant, lorsque Morel descendit pour dîner, il paraissait assez calme. Ce calme effraya plus les 2 femmes que n'aurait pu le faire le plus profond abattement. Après le dîner, Morel avait l'habitude de sortir. Il allait prendre son café au cercle des Phocéens et lire le sémaphore. Ce jour-là, il ne sortit point et remonta dans son bureau. Quant à Coclès, il paraissait complètement hébété. Pendant une partie de la journée, il s'était tenu dans la cour, assis sur une pierre, la tête nue, par un soleil de 30 degrés. Emmanuel essayait de rassurer les femmes, mais il était mal éloquent. Le jeune homme était trop au courant des affaires de la maison pour ne pas sentir qu'une grande catastrophe pesait sur la famille Morel. La nuit vint. Les 2 femmes avaient veillé, espérant qu'en descendant de son cabinet, Morel entrerait chez elles. Mais elles l'entendirent passer devant leur porte, allégeant son pas dans la crainte, sans doute, d'être appelé. Elles prêtèrent l'oreille. Il rentra dans sa chambre et ferma sa porte en dedans. Madame Morel envoya coucher sa fille. Puis, une demi-heure après que Julie se fut retirée, elle se leva, ôta ses souliers et se glissa dans le corridor pour voir par la serrure ce que faisait son mari. Dans le corridor, elle aperçut une ombre qui se retirait. C'était Julie qui, inquiète elle-même, avait précédé sa mère. La jeune fille alla à madame Morel. « Il écrit, » dit-elle. Les 2 femmes s'étaient devinées sans se parler. Madame Morel s'inclina au niveau de la serrure. En effet, Morel écrivait. Mais ce que n'avait pas remarqué sa fille, madame Morel le remarqua, elle. C'est que son mari écrivait sur du papier marqué. Cette idée terrible lui vint qu'il faisait son testament. Elle frissonna de tous ses membres, et cependant elle eut la force de ne rien dire. Le lendemain, M. Morel paraissait tout à fait calme. Il se tint dans son bureau comme à l'ordinaire, descendit pour déjeuner comme d'habitude. Seulement, après son dîner, il fit asseoir sa fille près de lui, prit la tête de l'enfant dans ses bras et la tint longtemps contre sa poitrine. Le soir, Julie dit à sa mère que, quoique calme en apparence, elle avait remarqué que le cœur de son père battait violemment. Les 2 autres jours s'écoulèrent à peu près pareils. Le 4 septembre, au soir, M. Morel redemanda à sa fille la clé de son cabinet. Julie tressaillit à cette demande, qui lui sembla sinistre. Pourquoi son père lui redemandait-il cette clé qu'elle avait toujours eue et qu'on ne lui reprenait dans son enfance que pour la punir? La jeune fille regarda M. Morel. « Qu'ai-je donc fait de mal, mon père, dit-elle, pour que vous me repreniez cette clé ? » « Rien, mon enfant, répondit le malheureux Morel, à qui cette demande si simple fit jaillir les larmes des yeux. Rien, seulement j'en ai besoin. Julie fit semblant de chercher la clé. « Je l'aurais laissée chez moi, dit-elle. » Et elle sortit. Mais, au lieu d'aller chez elle, elle descendit et courut consulter Emmanuel.
« Ne rendez pas cette clé à votre père, dit celui-ci. Et demain matin, s'il est possible, ne le quittez pas. » Elle essaya de questionner Emmanuel, mais celui-ci ne savait rien autre chose, ou ne voulait pas dire autre chose. Pendant toute la nuit du 4 au 5 septembre, madame Morel resta l'oreille collée contre la boiserie. Jusqu'à 3 heures du matin, elle entendit son mari marcher avec agitation dans sa chambre. À 3 heures seulement, il se jeta sur son lit. Les deux femmes passèrent la nuit ensemble. Depuis la veille au soir, elles attendaient Maximilien. À 8 heures, M. Morel entra dans leur chambre. Il était calme, mais l'agitation de la nuit se lisait sur son visage pâle et défait. Les femmes n'osèrent lui demander s'il avait bien dormi. Morel fut meilleur pour sa femme, et plus paternel pour sa fille qu'il n'avait jamais été. Il ne pouvait se rassasier de regarder et d'embrasser la pauvre enfant. Julie se rappela la recommandation d'Emmanuel et voulut suivre son père lorsqu'il sortit. Mais celui-ci, la repoussant avec douceur, « Reste près de ta mère, » lui dit-il. Julie voulut insister. « Je le veux, » dit Morel. C'était la première fois que Morel disait à sa fille « Je le veux », mais il le disait avec un accent empreint d'une si paternelle douceur que Julie n'osa faire un pas en avant. Elle resta à la même place, debout, muette et immobile. Un instant après, la porte se rouvrit. Elle sentit 2 bras qui l'entouraient et une bouche qui se collait à son front. Elle leva les yeux et poussa une exclamation de joie. « Maximilien, mon frère !» s'écria-t-elle. À ce cri, madame Morel accourut et se jeta dans les bras de son fils. « Ma mère, » dit le jeune homme, en regardant alternativement madame Morel et sa fille. « Qu'y a-t-il donc et que se passe-t-il ? Votre lettre m'a épouvanté et j'accours. »« Julie, » dit madame Morel en faisant signe au jeune homme, « va dire à ton père que Maximilien vient d'arriver. » La jeune fille s'élança hors de l'appartement, mais, sur la première marche de l'escalier, elle trouva un homme tenant une lettre à la main. « N'êtes-vous pas mademoiselle Julie Morel ?» dit cet homme avec un accent italien des plus prononcés. « Oui, monsieur, » répondit Julie, toute balbutiante. « Mais que me voulez-vous ? Je ne vous connais pas. »« Lisez cette lettre, » dit l'homme en lui tendant un billet. Julie hésitait. « Il y va du salut de votre père, » dit le messager. La jeune fille lui arracha le billet des mains, puis elle l'ouvrit vivement et lut. « Rendez-vous à l'instant même aux allées de Meilhan, entrez dans la maison numéro 15, demandez à la concierge la clé de la chambre du 5e. Entrez dans cette chambre, prenez sur le coin de la cheminée une bourse en filet de soie rouge et apportez cette bourse à votre père. Il est important qu'il l'ait avant 11 heures. Vous avez promis de m'obéir aveuglément, je vous rappelle votre promesse. Simbad, le marin. La jeune fille poussa un cri de joie, leva les yeux, chercha, pour l'interroger, l'homme qui lui avait remis ce billet, mais il avait disparu. Elle reporta alors les yeux sur le billet pour le lire une seconde fois et s'aperçut qu'il y avait un post-scriptum. Elle lut. « Il est important que vous remplissiez cette mission en personne et seule. Si vous veniez accompagné ou qu'une autre que vous se présentât, le concierge répondrait qu'il ne sait ce que l'on veut dire. » Ce post-scriptum fut une puissante correction à la joie de la jeune fille. N'avait-elle rien à craindre ? N'était-ce pas quelque piège qu'on lui tendait ? Son innocence lui laissait ignorer quels étaient les dangers que pouvait courir une jeune fille de son âge. Mais on n'a pas besoin de connaître le danger pour craindre. Il y a même une chose à remarquer, c'est que ce sont justement les dangers inconnus qui inspirent les plus grandes terreurs. Julie hésitait. Elle résolut de demander conseil. Mais, par un sentiment étrange, ce ne fut ni à sa mère, ni à son frère qu'elle eut recours, ce fut à Emmanuel. Elle descendit, lui raconta ce qui lui était arrivé le jour où le mandataire de la maison Thomson et French était venu chez son père. Elle lui dit la scène de l'escalier, lui répéta la promesse qu'elle avait faite et lui montra la lettre.
Il faut y aller, mademoiselle, dit Emmanuel. Y aller? Murmura Julie. Oui, je vous y accompagnerai. Mais vous n'avez pas vu que je dois être seule, dit Julie. Vous serez seule aussi, répondit le jeune homme. Moi, je vous attendrai au coin de la rue du musée. Et si vous tardez de façon à me donner quelque inquiétude, alors j'irai vous rejoindre. Et je vous en réponds, malheur à ceux dont vous me diriez que vous auriez eu à vous plaindre. Ainsi, Emmanuel, reprit en hésitant la jeune fille, votre avis est donc que je me rende à cette invitation? Oui. Le messager ne vous a-t-il pas dit qu'il y allait du salut de votre père? Mais enfin, Emmanuel, quel danger court-il donc? Demanda la jeune fille. Emmanuel hésita un instant, mais le désir de décider la jeune fille d'un seul coup et sans retard l'emporta. Écoutez, lui dit-il, c'est aujourd'hui le 5 septembre, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, à 11 heures, votre père a près de 300 000 francs à payer. Oui, nous le savons. Eh bien, dit Emmanuel, il n'en a pas 15 000 en caisse. Alors, que va-t-il donc arriver? Il va arriver que si aujourd'hui, avant 11 heures, votre père n'a pas trouvé quelqu'un qui lui vienne en aide, à midi votre père sera obligé de se déclarer en banqueroute. Oh, venez, venez, s'écria la jeune fille en entraînant le jeune homme avec elle. Pendant ce temps, madame Morel avait tout dit à son fils. Le jeune homme savait bien qu'à la suite des malheurs successifs qui étaient arrivés à son père, de grandes réformes avaient été faites dans les dépenses de la maison. Mais il ignorait que les choses en fussent arrivées à ce point. Il demeura anéanti. Puis, tout à coup, il s'élança hors de l'appartement, monta rapidement l'escalier, car il croyait son père à son cabinet. Mais il frappa vainement. Comme il était à la porte de ce cabinet, il entendit celle de l'appartement s'ouvrir. Il se retourna et vit son père. Au lieu de remonter droit à son cabinet, M. Morel était rentré dans sa chambre et en sortait seulement maintenant. M. Morel poussa un cri de surprise en apercevant Maximilien. Il ignorait l'arrivée du jeune homme. Il demeura immobile à la même place, serrant avec son bras gauche un objet qu'il tenait caché sous sa redingote. Maximilien descendit vivement l'escalier et se jeta au cou de son père. Mais, tout à coup, il se recula, laissant sa main droite seulement appuyée sur la poitrine de son père. « Mon père, dit-il en devenant pâle comme la mort, pourquoi avez-vous donc une paire de pistolets sous votre redingote? »« Oh, voilà ce que je craignais, dit Morel. »« Mon père, au nom du ciel !» s'écria le jeune homme. « Pourquoi ces armes ?» Maximilien, répondit Morel en regardant fixement son fils, tu es un homme, et un homme d'honneur. Viens, je vais te le dire. Et Morel monta d'un pas assuré à son cabinet, tandis que Maximilien le suivait en chancelant. Morel ouvrit la porte et la referma derrière son fils. Puis il traversa l'antichambre, s'approcha du bureau, déposa ses pistolets sur le coin de la table et montra du bout du doigt à son fils un registre ouvert. Sur ce registre était consigné l'état exact de la situation. Morel avait à payer dans une demi-heure 287 500 francs. Il possédait en tout 15 257 francs. « Lis, » dit Morel. Le jeune homme lut et resta un moment comme écrasé. Morel ne disait pas une parole. Qu'aurait-il pu dire, qui ajouta à l'inexorable arrêt des chiffres? « Et vous avez tout fait, mon père, dit au bout d'un instant le jeune homme, pour aller au-devant de ce malheur? Oui, répondit Morel. Vous ne comptez sur aucune rentrée? Sur aucune. Vous avez épuisé toutes vos ressources? Toutes. Et dans une demi-heure, dit Maximilien d'une voix sombre, notre nom est déshonoré. Le sang lave le déshonneur, dit Morel. Vous avez raison, mon père, et je vous comprends. Puis, étendant la main vers les pistolets.
Il y en a un pour vous, et un pour moi, dit-il. Merci. Morel lui arrêta la main. Et ta mère, et ta sœur, qui les nourrira? Un frisson courut par tout le corps du jeune homme. Mon père, dit-il. Songez-vous que vous me dites de vivre? Oui, je te le dis, reprit Morel, car c'est ton devoir. Tu as l'esprit calme, fort, Maximilien. Maximilien, tu n'es pas un homme ordinaire. Je ne te commande rien, je ne t'ordonne rien. Seulement, je te dis, examine ta situation comme si tu y étais étranger, et juge-la toi-même. Le jeune homme réfléchit un instant, puis une expression de résignation sublime passa dans ses yeux. Seulement, il ôta, d'un mouvement lent et triste, son épaulette et sa contre-épaulette, un signe de son grade. « C'est bien, dit-il en tendant la main à Morel. « Mourez en paix, mon père. Je vivrai. » Morel fit un mouvement pour se jeter aux genoux de son fils. Maximilien l'attira à lui, et ces deux nobles cœurs battirent un instant l'un contre l'autre. « Tu sais qu'il n'y a pas de ma faute, dit Morel. Maximilien sourit. « Je sais, mon père, que vous êtes le plus honnête homme que j'ai jamais connu. »« C'est bien, tout est dit. Maintenant, retourne près de ta mère et de ta sœur. »« Mon père, dit le jeune homme en fléchissant le genou, bénissez-moi. » Morel saisit la tête de son fils entre ses deux mains, l'approcha de lui et, y imprimant plusieurs fois ses lèvres, « Oh oui, oui, dit-il, je te bénis en mon nom et au nom de 3 générations d'hommes irréprochables. Écoute donc ce qu'ils disent par ma voix. L'édifice que le malheur a détruit, la Providence peut le rebâtir. En me voyant mort d'une pareille mort, les plus inexorables auront pitié de toi. À toi peut-être, on donnera le temps qu'on m'aurait refusé. Alors tâche que le mot infâme ne soit pas prononcé. Mets-toi à l'œuvre, travaille, jeune homme, lutte ardemment et courageusement. Vis, toi, ta mère et ta sœur, du strict nécessaire, afin que, jour par jour, le bien de ceux à qui je dois s'augmente et fructifie entre tes mains. Songe que ce sera un beau jour, un grand jour, un jour solennel que celui de la réhabilitation. Le jour où, dans ce même bureau, tu diras « Mon père est mort parce qu'il ne pouvait pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais il est mort tranquille et calme parce qu'il savait en mourant que je le ferais. » « Oh, mon père, s'écria le jeune homme, si cependant vous pouviez vivre. Si je vis, tout change. Si je vis, l'intérêt se change en doute, la pitié en acharnement. Si je vis, je ne suis plus qu'un homme qui a manqué à sa parole, qui a failli à ses engagements. Je ne suis plus qu'un banqueroutier enfin. Si je meurs, au contraire, songe-y, Maximilien, mon cadavre n'est plus que celui d'un honnête homme malheureux. Vivant, mes meilleurs amis évitent ma maison. Mort, Marseille tout entier me suit en pleurant jusqu'à ma dernière demeure. Vivant, tu as honte de mon nom. Mort, tu lèves la tête et tu dis « Je suis le fils de celui qui s'est tué, parce que, pour la première fois, il a été forcé de manquer à sa parole. » Le jeune homme poussa un gémissement, mais il parut résigné. C'était la seconde fois que la conviction rentrait non pas dans son cœur, mais dans son esprit. « Et maintenant, dit Morel, laisse-moi seul et tâche d'éloigner les femmes. »« Ne voulez-vous pas revoir ma sœur ?» demanda Maximilien. Un dernier et sourd espoir était caché pour le jeune homme dans cette entrevue. Voilà pourquoi il la proposait. Monsieur Morel secoua la tête. « Je l'ai vue ce matin, dit-il, et je lui ai dit adieu. N'avez-vous pas quelque recommandation particulière à me faire, mon père ?
demanda Maximilien d'une voix altérée. Si fait, mon fils, une recommandation sacrée. Dites, mon père, la maison Thomson et French est la seule qui, par humanité, par égoïsme peut-être, mais ce n'est pas à moi à lire dans le cœur des hommes, a eu pitié de moi. Son mandataire, celui qui dans 10 minutes se présentera pour toucher le montant d'une traite de 287 500 francs, je ne dirais pas m'a accordé, mais m'a offert 3 mois. Que cette maison soit remboursée la première, mon fils. Que cet homme te soit sacré. Oui, mon père, dit Maximilien. Et maintenant, encore une fois, adieu, dit Morel. Va, va, j'ai besoin d'être seul. Tu trouveras mon testament dans le secrétaire de ma chambre à coucher. Le jeune homme resta debout, inerte, n'ayant qu'une force de volonté, mais pas d'exécution. Écoute, Maximilien, dit son père, suppose que je sois soldat comme toi, que j'ai reçu l'ordre d'emporter une redoute, et que tu saches que je doive être tué en l'emportant. Ne me dirais-tu pas ce que tu me disais tout à l'heure? Allez, mon père, car vous vous déshonorez en restant, et mieux vaut la mort que la honte. Oui, oui, dit le jeune homme, oui. Et, serrant convulsivement Morel dans ses bras, allez, mon père, dit-il. Et il s'élança hors du cabinet. Quand son fils fut sorti, Morel resta un instant debout et les yeux fixés sur la porte. Puis il allongea la main, trouva le cordon d'une sonnette et sonna. Au bout d'un instant, Coclès parut. Ce n'était plus le même homme. Ces 3 jours de conviction l'avaient brisé. Cette pensée, la maison Morel va cesser ses paiements, le courbait vers la terre plus que ne l'eussent fait 20 autres années sur sa tête. Mon bon Coclès, dit Morel avec un accent dont il serait impossible de rendre l'expression, tu vas rester dans l'antichambre. Quand ce monsieur qui est déjà venu il y a 3 mois, tu le sais, le mandataire de la maison Thomson et French, va venir, tu l'annonceras. Coclès ne répondit point. Il fit un signe de tête, alla s'asseoir dans l'antichambre et attendit. Morel retomba sur sa chaise. Ses yeux se portèrent vers la pendule. Il lui restait 7 minutes. Voilà tout. L'aiguille marchait avec une rapidité incroyable. Il lui semblait qu'il la voyait aller. Ce qui se passa alors, et dans ce moment suprême, dans l'esprit de cet homme qui, jeune encore, à la suite d'un raisonnement faux peut-être, mais spécieux du moins, allait se séparer de tout ce qu'il aimait au monde et quitter la vie, qui avait pour lui toutes les douceurs de la famille, est impossible à exprimer. Il eût fallu voir, pour en prendre une idée, son front couvert de sueur, et cependant résigné, ses yeux mouillés de larmes, et cependant levés au ciel. L'aiguille marchait toujours, les pistolets étaient tout chargés. Il allongea la main, en prit un, et murmura le nom de sa fille. Puis il posa l'arme mortelle, prit la plume et écrivit quelques mots. Il lui semblait alors qu'il n'avait pas assez dit adieu à son enfant chéri. Puis il se retourna vers la pendule. Il ne comptait plus par minute, mais par seconde. Il reprit l'arme, la bouche entr'ouverte et les yeux fixés sur l'aiguille. Puis il tressaillit au bruit qu'il faisait lui-même en armant le chien. En ce moment, une sueur plus froide lui passa sur le front, une angoisse plus mortelle lui serra le cœur. Il entendit la porte de l'escalier crier sur ses gonds, puis s'ouvrit celle de son cabinet. La pendule allait sonner 11 heures. Morel ne se retourna point. Il attendait ces mots de Coclès, le mandataire de la maison Thomson et French. Et il approchait l'arme de sa bouche. Tout à coup, il entendit un cri. C'était la voix de sa fille. Il se retourna et aperçut Julie. Le pistolet lui échappa des mains. « Mon père !» s'écria la jeune fille, hors d'haleine et presque mourante de joie. « Sauvé ! Vous êtes sauvé !»
et elle se jeta dans ses bras en élevant à la main une bourse en filet de soie rouge. « Sauvé, mon enfant, dit Morel, que veux-tu dire ?»« Oui, sauvé, voyez, voyez, dit la jeune fille. » Morel prit la bourse et tressaillit, car un vague souvenir lui rappela cet objet pour lui avoir appartenu. D'un côté était la traite de 287 500 francs. La traite était acquittée. De l'autre était un diamant de la grosseur d'une noisette, avec ces 3 mots écrits sur un petit morceau de parchemin. Dot de Julie. Morel passa sa main sur son front. Il croyait rêver. En ce moment, la pendule sonna 11 heures. Le timbre vibra pour lui comme si chaque coup de marteau d'acier vibrait sur son propre cœur. « Voyons, mon enfant, dit-il, explique-toi, où as-tu trouvé cette bourse ?»« Dans une maison des allées de Meilhan, au numéro 15, sur le coin de la cheminée d'une pauvre petite chambre au 5e étage. »« Mais, s'écria Morel, cette bourse n'est pas à toi. » Julie tendit à son père la lettre qu'elle avait reçue le matin. « Et tu as été seule dans cette maison ?» dit Morel après l'avoir lue. « Emmanuel m'accompagnait, mon père. Il devait m'attendre au coin de la rue du Musée. Mais, chose étrange, à mon retour, il n'y était plus. »« Monsieur Morel !» s'écria une voix dans l'escalier. « Monsieur Morel !»« C'est sa voix, » dit Julie. En même temps, Emmanuel entra, le visage bouleversé de joie et d'émotion. « Le pharaon !» s'écria-t-il. « Le pharaon !»« Eh bien quoi, le pharaon ? Êtes-vous fou, Emmanuel ? Vous savez bien qu'il est perdu. »« Le pharaon, monsieur, on signale le pharaon. Le pharaon entre dans le port. » Morel retomba sur sa chaise. Les forces lui manquaient. Son intelligence se refusait à classer cette suite d'événements incroyables, inouïs, fabuleux. Mais son fils entra à son tour. « Mon père !» s'écria Maximilien. « Que disiez-vous donc que le pharaon était perdu ? La vigie l'a signalé et il entre dans le port. »« Mes amis, dit Morel, si cela était, il faudrait croire à un miracle de Dieu. Impossible, impossible. » Mais ce qui était réel, et non moins incroyable, c'était cette bourse qu'il tenait dans ses mains, c'était cette lettre de change acquittée, c'était ce magnifique diamant. « Ah, monsieur, dit Coclès à son tour, qu'est-ce que cela veut dire, le pharaon ? » « Allons, mes enfants, dit Morel en se soulevant, allons voir, et que Dieu ait pitié de nous, si c'est une fausse nouvelle. » Ils descendirent. Au milieu de l'escalier attendait madame Morel. La pauvre femme n'avait pas osé monter. En un instant, ils furent à la Canebière. Il y avait foule sur le port. Toute cette foule s'ouvrit devant Morel. « Le pharaon ! Le pharaon !» disaient toutes ces voix. En effet, chose merveilleuse, inouïe, en face de la tour Saint-Jean, un bâtiment portant sur sa poupe ces mots écrits en lettres blanches, le pharaon, Morel et fils de Marseille, absolument de la contenance de l'autre pharaon, et chargé comme l'autre de cochenilles et d'indigo, jetait l'ancre et carguait ses voiles. Sur le pont, le capitaine Gaumard donnait ses ordres, et maître Penelon faisait des signes à monsieur Morel. Il n'y avait plus à en douter, le témoignage des sens était là, et 10 000 personnes venaient en aide à ce témoignage. Comme Morel et son fils s'embrassaient sur la jetée, aux applaudissements de toute la ville témoin de ce prodige, un homme, dont le visage était à moitié couvert par une barbe noire, et qui, caché derrière la guérite d'un factionnaire, contemplait cette scène avec attendrissement, murmura ces mots. « Sois heureux, noble cœur, sois béni pour tout le bien que tu as fait et que tu feras encore, et que ma reconnaissance reste dans l'ombre, comme ton bienfait. » Et, avec un sourire où la joie et le bonheur se révélaient, il quitta l'abri où il était caché, et sans que personne fît attention à lui,
pourtant chacun était préoccupé de l'événement du jour, il descendit un de ces petits escaliers qui servent de débarcadère et héla 3 fois. Jacopo, Jacopo, Jacopo. Alors, une chaloupe vint à lui, le reçut à bord et le conduisit à un yacht richement gréé, sur le pont duquel il s'élança avec la légèreté d'un marin. De là, il regarda encore une fois Morel qui, pleurant de joie, distribuait de cordiales poignées de main à toute cette foule et remerciait d'un vague regard ce bienfaiteur inconnu qu'il semblait chercher au ciel. « Et maintenant, dit l'homme inconnu, adieu, bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. » À ces mots, il fit un signal, et, comme s'il n'eût attendu que ce signal pour partir, le yacht prit aussitôt la mer. Chapitre 31. Italie, Simbad le marin. Vers le commencement de l'année 1838, se trouvaient à Florence 2 jeunes gens appartenant à la plus élégante société de Paris. L'un, le comte Albert de Morcerf, l'autre, le baron Franz d'Épinay. Il avait été convenu entre eux qu'ils iraient passer le carnaval de la même année à Rome, où Franz, qui depuis près de 4 ans habitait l'Italie, servirait de Cicérone à Albert. Or, comme ce n'est pas une petite affaire que d'aller passer le carnaval à Rome, surtout quand on tient à ne pas coucher place du Peuple ou dans le Campo Vaccino, ils écrivirent à maître Pastrini, propriétaire de l'hôtel de Londres, place d'Espagne, pour le prier de leur retenir un appartement confortable. Maître Pastrini répondit qu'il n'avait plus à leur disposition que 2 chambres et un cabinet situés al secondo piano, et qu'il offrait moyennant la modique rétribution d'1 louis par jour. Les 2 jeunes gens acceptèrent. Puis, voulant mettre à profit le temps qui lui restait, Albert partit pour Naples. Quant à Franz, il resta à Florence. Quand il eut joui quelque temps de la vie que donne la ville des Médicis, quand il se fut bien promené dans cet Éden qu'on nomme les Casines, quand il eut été reçu chez ces hôtes magnifiques qui font les honneurs de Florence, il lui prit fantaisie, ayant déjà vu la Corse, ce berceau de Bonaparte, d'aller voir l'île d'Elbe, ce grand relais de Napoléon. Un soir donc, il détacha une barchetta de l'anneau de fer qui la scellait au port de Livourne, se coucha au fond dans son manteau, en disant au marinier ces seules paroles: « À l'île d'Elbe !» La barque quitta le port, comme l'oiseau de mer quitte son nid, et le lendemain, elle débarquait, Franz, à Porto Ferrajo. Franz traversa l'île impériale, après avoir suivi toutes les traces que les pas du géant y a laissées, et alla s'embarquer à Marciana. 2 heures après avoir quitté la terre, il la reprit pour descendre à la Pianosa, où l'attendaient, assurait-on, des vols infinis de perdrix rouges. La chasse fut mauvaise. Franz tua à grand-peine quelques perdrix maigres, et comme tout chasseur qui s'est fatigué pour rien, il remonta dans sa barque d'assez mauvaise humeur. « Ah, si votre Excellence voulait, lui dit le patron, elle ferait une belle chasse. »« Et où cela ? Voyez-vous cette île ? » continua le patron, en étendant le doigt vers le midi et en montrant une masse conique qui sortait du milieu de la mer teintée du plus bel indigo. « Eh bien, qu'est-ce que cette île ? » demanda Franz. « L'île de Monte Cristo, » répondit le Livournais. « Mais je n'ai pas la permission pour chasser dans cette île. »« Votre Excellence n'en a pas besoin, l'île est déserte. »« Ah, pardieu, » dit le jeune homme, « une île déserte au milieu de la Méditerranée, c'est chose curieuse. »« Et chose naturelle, Excellence. Cette île est un banc de rochers, et, dans toute son étendue,
il n'y a peut-être pas un arpent de terre labourable. Et à qui appartient cette île? À la Toscane. Quel gibier y trouverai-je? Des milliers de chèvres sauvages. Qui vivent en léchant les pierres, dit Franz avec un sourire d'incrédulité. Non, mais en broutant les bruyères, les myrtes, les lentisques qui poussent dans leurs intervalles. Mais où coucherai-je? À terre, dans les grottes? Ou à bord, dans votre manteau? D'ailleurs, si son Excellence veut, nous pourrons partir aussitôt après la chasse. Elle sait que nous faisons aussi bien voile la nuit que le jour, et qu'à défaut de la voile, nous avons les rames. Comme il restait encore assez de temps à Franz pour rejoindre son compagnon, et qu'il n'avait plus à s'inquiéter de son logement à Rome, il accepta cette proposition de se dédommager de sa première chasse. Sur sa réponse affirmative, les matelots échangèrent entre eux quelques paroles à voix basse. « Eh bien, demanda-t-il, qu'avons-nous de nouveau? Serait-il survenu quelque impossibilité? »« Non, reprit le patron, mais nous devons prévenir votre Excellence que l'île est en contumace. »« Qu'est-ce que cela veut dire? » ?»« Cela veut dire que, comme Monte Cristo est inhabité, et sert parfois de relâche à des contrebandiers et des pirates qui viennent de Corse, de Sardaigne ou d'Afrique, si un signe quelconque dénonce notre séjour dans l'île, nous serons forcés, à notre retour à Livourne, de faire une quarantaine de 6 jours. Diable, voilà qui change la thèse. 6 jours, juste autant qu'il en a fallu à Dieu pour créer le monde. C'est un peu long, mes enfants. Mais qui dira que son Excellence a été à Monte Cristo? Oh, ce n'est pas moi, s'écria Franz. Ni nous non plus, firent les matelots. En ce cas, va pour Monte Cristo. Le patron commanda la manœuvre. On mit le cap sur l'île, et la barque commença de voguer dans sa direction. Franz laissa l'opération s'achever, et quand on eut pris la nouvelle route, quand la voile se fut gonflée par la brise, et que les 4 mariniers eurent repris leur place, 3 à l'avant, 1 au gouvernail, il renoua la conversation. « Mon cher Gaetano, dit-il au patron, vous venez de me dire, je crois, que l'île de Monte Cristo servait de refuge à des pirates, ce qui me paraît un bien autre gibier que des chèvres. »« Oui, Excellence, et c'est la vérité. Je savais bien l'existence des contrebandiers, mais je pensais que, depuis la prise d'Alger et la destruction de la Régence, les pirates n'existaient plus que dans les romans de Cooper et du capitaine Maria. Eh bien, votre Excellence se trompait. Il en est des pirates comme des bandits, qui sont censés exterminés par le pape Léon XII et qui cependant arrêtent tous les jours les voyageurs jusqu'aux portes de Rome. N'avez-vous pas entendu dire qu'il y a 6 mois à peine, le chargé d'affaires de France près le Saint-Siège avait été dévalisé à 500 pas de Velletri? Si fait. Eh bien, si, comme nous, votre Excellence habitait Livourne, elle entendrait dire de temps en temps qu'un petit bâtiment chargé de marchandises ou qu'un joli yacht anglais qu'on attendait à Bastia, à Porto Ferrajo ou à Civitavecchia n'est point arrivé, qu'on ne sait ce qu'il est devenu, et que, sans doute, il se sera brisé contre quelque rocher. Eh bien, ce rocher qu'il a rencontré, c'est une barque basse et étroite, montée de 6 ou 8 hommes, qui l'ont surpris ou pillé par une nuit sombre et orageuse au détour de quelque îlot sauvage et inhabité, comme des bandits arrêtent et pillent une chaise de poste au coin d'un bois. Mais enfin, reprit Franz, toujours étendu dans sa barque, comment ceux à qui pareil accident arrive ne se plaignent-ils pas, comment n'appellent-ils pas sur ces pirates la vengeance du gouvernement français, sarde ou toscan? Pourquoi? Dit Gaetano avec un sourire. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, on transporte du bâtiment ou un yacht sur la barque tout ce qui est bon à prendre. Puis on lie les pieds et les mains à l'équipage. On attache au cou de chaque homme un boulet de 24. On fait un trou de la grandeur d'une barrique dans la quille du bâtiment capturé. On remonte sur le pont. On ferme les écoutilles et l'on passe sur la barque. Au bout de 10 minutes, le bâtiment commence à se plaindre et à gémir. Peu à peu, il s'enfonce. D'abord, un des côtés plonge, puis l'autre, puis il se relève, puis il plonge encore, s'enfonçant toujours davantage.
Tout à coup, un bruit pareil à un coup de canon retentit. C'est l'air qui brise le pont. Alors le bâtiment s'agite comme un noyé qui se débat, s'alourdissant à chaque mouvement. Bientôt, l'eau, trop pressée dans les cavités, s'élance des ouvertures, pareilles aux colonnes liquides que jetteraient par ces évents quelque cachalot gigantesque. Enfin, il pousse un dernier râle, fait un dernier tour sur lui-même, et s'engouffre en creusant dans l'abîme un vaste entonnoir qui tournoie un instant, se comble peu à peu et finit par s'effacer tout à fait. Si bien qu'au bout de 5 minutes, il faut l'œil de Dieu lui-même pour aller chercher au fond de cette mer calme le bâtiment disparu. Comprenez-vous maintenant, ajouta le patron en souriant, comment le bâtiment ne rentre pas dans le port et pourquoi l'équipage ne porte pas plainte? Si Gaetano eût raconté la chose avant de proposer l'expédition, il est probable que Franz eût regardé à 2 fois avant de l'entreprendre. Mais ils étaient partis, et il lui sembla qu'il y aurait lâcheté à reculer. C'était un de ces hommes qui ne courent pas à une occasion périlleuse, mais qui, si cette occasion vient au-devant d'eux, restent d'un sang-froid inaltérable pour la combattre. C'était un de ces hommes à la volonté calme, qui ne regarde un danger dans la vie que comme un adversaire dans un duel, qui calcule ses mouvements, qui étudie sa force, qui rompt assez pour reprendre haleine, pas assez pour paraître lâche, qui, comprenant d'un seul regard tous leurs avantages, tue d'un seul coup. « Bah, reprit-il, j'ai traversé la Sicile et la Calabre, j'ai navigué 2 mois dans l'archipel, et je n'ai jamais vu l'ombre d'un bandit ni d'un forban. »« Aussi, n'ai-je pas dit cela à son Excellence ?» fit Gaetano, pour la faire renoncer à son projet. Elle m'a interrogé, et je lui ai répondu, voilà tout. Oui, mon cher Gaetano, et votre conversation est des plus intéressantes. Aussi, comme je veux en jouir le plus longtemps possible, va pour Monte Cristo. Cependant, on approchait rapidement du terme du voyage. Il ventait bon frais, et la barque faisait 6 à 7 milles à l'heure. À mesure qu'on approchait, l'île semblait sortir grandissante du sein de la mer. Et, à travers l'atmosphère limpide des derniers rayons du jour, on distinguait, comme les boulets dans un arsenal, cet amoncellement de rochers empilés les uns sur les autres, et dans les interstices desquels on voyait rougir des bruyères et verdir les arbres. Quant aux matelots, quoiqu'ils parussent parfaitement tranquilles, il était évident que leur vigilance était éveillée, et que leur regard interrogeait le vaste miroir sur lequel ils glissaient et dont quelques barques de pêcheurs, avec leurs voiles blanches, peuplaient seuls l'horizon, se balançant comme des mouettes au bout des flots. Il n'était plus guère qu'à une quinzaine de milles de Monte Cristo lorsque le soleil commença à se coucher derrière la Corse, dont les montagnes apparaissaient à droite, découpant sur le ciel leur sombre dentelure. Cette masse de pierre, pareille au géant Adamastor, se dressait menaçante devant la barque à laquelle elle dérobait le soleil dont la partie supérieure se dorait. Peu à peu, l'ombre monta de la mer et sembla chasser devant elle ce dernier reflet du jour qui allait s'éteindre. Enfin, le rayon lumineux fut repoussé jusqu'à la cime du cône, où il s'arrêta un instant comme le panache enflammé d'un volcan. Enfin, l'ombre, toujours ascendante, envahit progressivement le sommet, comme elle avait envahi la base, et l'île n'apparut plus que comme une montagne grise qui allait toujours se rembrunissant. Une demi-heure après, il faisait nuit noire. Heureusement que les mariniers étaient dans leurs parages habituels et qu'ils connaissaient jusqu'au moindre rocher de l'archipel toscan, car, au milieu de l'obscurité profonde qui enveloppait la barque, Franz n'eût pas été tout à fait sans inquiétude. La Corse avait entièrement disparu, l'île de Monte Cristo était elle-même devenue invisible, mais les matelots semblaient avoir, comme le lynx, la faculté de voir dans les ténèbres, et le pilote, qui se tenait au gouvernail, ne marquait pas la moindre hésitation. 1 heure à peu près s'était écoulée depuis le coucher du soleil, lorsque Franz crut apercevoir, à un quart de mille à la gauche,
une masse sombre, mais il était si impossible de distinguer ce que c'était que, craignant d'exciter l'hilarité de ses matelots, en prenant quelques nuages flottants pour la terre ferme, il garda le silence. Mais tout à coup, une grande lueur apparut sur la rive. La terre pouvait ressembler à un nuage, mais le feu n'était pas un météore. « Qu'est-ce que cette lumière ?» demanda-t-il. « Chut !» dit le patron. « C'est un feu. »« Mais vous disiez que l'île était inhabitée. »« Je disais qu'elle n'avait pas de population fixe, mais j'ai dit aussi qu'elle est un lieu de relâche pour les contrebandiers. »« Et pour les pirates ?»« Et pour les pirates, » dit Gaetano, répétant les paroles de Franz. « C'est pour cela que j'ai donné l'ordre de passer l'île, car, ainsi que vous le voyez, le feu est derrière nous. »« Mais ce feu, » continua Franz, « me semble plutôt un motif de sécurité que d'inquiétude. Des gens qui craindraient d'être vus n'auraient pas allumé ce feu. »« Oh, cela ne veut rien dire, » dit Gaetano. « Si vous pouviez juger, au milieu de l'obscurité, de la position de l'île, vous verriez que, placé comme il l'est, ce feu ne peut être aperçu ni de la côte ni de la Pianosa, mais seulement de la pleine mer. Ainsi, vous craignez que ce feu ne nous annonce mauvaise compagnie ? C'est ce dont il faudra s'assurer, reprit Gaetano, les yeux toujours fixés sur cette étoile terrestre. Et comment s'en assurer ? Vous allez voir. À ces mots, Gaetano tint conseil avec ses compagnons, et au bout de 5 minutes de discussion, on exécuta en silence une manœuvre, à l'aide de laquelle, en un instant, on eut viré de bord. Alors, on reprit la route qu'on venait de faire, et quelques secondes après ce changement de direction, le feu disparut, caché par quelques mouvements de terrain. Alors, le pilote imprima par le gouvernail une nouvelle direction au petit bâtiment, qui se rapprocha visiblement de l'île et qui bientôt ne s'en trouva plus éloigné que d'une 50aine de pas. Gaetano abattit la voile, et la barque resta stationnaire. Tout cela avait été fait dans le plus grand silence, et d'ailleurs, depuis le changement de route, pas une parole n'avait été prononcée à bord. Gaetano, qui avait proposé l'expédition, en avait pris toute la responsabilité sur lui. Les 4 matelots ne le quittaient pas des yeux, tout en préparant les avirons et en se tenant évidemment prêts à faire force de rame, ce qui, grâce à l'obscurité, n'était pas difficile. Quant à Franz, il visitait ses armes avec ce sang-froid que nous lui connaissons. Il avait 2 fusils à 2 coups et une carabine. Il les chargea, s'assura des batteries et attendit. Pendant ce temps, le patron avait jeté bas son caban et sa chemise, assuré son pantalon autour de ses reins, et, comme il était pieds nus, il n'avait eu ni souliers ni bas à défaire. Une fois dans ce costume, ou plutôt hors de son costume, il mit un doigt sur ses lèvres pour faire signe de garder le plus profond silence, et, se laissant couler dans la mer, il nagea vers le rivage avec tant de précaution qu'il était impossible d'entendre le moindre bruit. Seulement, au sillon phosphorescent que dégageaient ses mouvements, on pouvait suivre sa trace. Bientôt, ce sillon même disparut. Il était évident que Gaetano avait touché terre. Tout le monde sur le petit bâtiment resta immobile pendant une demi-heure, au bout de laquelle on vit reparaître près du rivage et s'approcher de la barque le même sillon lumineux. Au bout d'un instant, et en 2 brassées, Gaetano avait atteint la barque. « Eh bien » firent ensemble Franz et les 4 matelots. « Eh bien, dit-il, ce sont des contrebandiers espagnols. Ils ont seulement avec eux 2 bandits corses. »« Et que font ces 2 bandits corses avec des contrebandiers espagnols ?»« Eh, mon Dieu, Excellence, reprit Gaetano d'un ton de profonde charité chrétienne, il faut bien s'aider les uns les autres. Souvent, les bandits se trouvent un peu pressés sur terre par les gendarmes ou les carabiniers. Eh bien, ils trouvent là une barque, et dans cette barque, de bons garçons comme nous. Ils viennent nous demander l'hospitalité dans notre maison flottante. Le moyen de refuser secours à un pauvre diable qu'on poursuit, nous le recevons et, pour plus grande sécurité, nous gagnons le large. Cela ne nous coûte rien et sauve la vie ou, tout au moins, la liberté à un de nos semblables qui, dans l'occasion,
reconnaît le service que nous lui avons rendu en nous indiquant un bon endroit où nous puissions débarquer nos marchandises sans être dérangés par les curieux. »« Ah, ça, dit Franz. Vous êtes donc un peu contrebandier vous-même, mon cher Gaetano. »« Eh, que voulez-vous, Excellence ?» dit-il, avec un sourire impossible à décrire. « On fait un peu de tout. Il faut bien vivre. » »« Alors vous êtes en pays de connaissance avec les gens qui habitent Monte Cristo à cette heure. »« À peu près. Nous autres mariniers, nous sommes comme les francs-maçons. Nous nous reconnaissons à certains signes. » »« Et vous croyez que nous n'aurions rien à craindre en débarquant à notre tour ? » ?»« Absolument rien. Les contrebandiers ne sont pas des voleurs. »« Mais ces deux bandits corses, reprit Franz, calculant d'avance toutes les chances de danger. « Eh, mon Dieu, dit Gaetano, ce n'est pas leur faute s'ils sont bandits, c'est celle de l'autorité. »« Comment cela ? » ?»« Sans doute, on les poursuit pour avoir fait une peau, pas autre chose, comme s'il n'était pas dans la nature du Corse de se venger. »« Qu'entendez-vous par avoir fait une peau ? Avoir assassiné un homme ? » dit Franz, continuant ses investigations. « J'entends avoir tué un ennemi, reprit le patron, ce qui est bien différent. »« Eh bien, fit le jeune homme, allons demander l'hospitalité aux contrebandiers et aux bandits. Croyez-vous qu'ils nous l'accordent ? » ?»« Sans aucun doute. »« Combien sont-ils ? » ?»« 4, Excellence, et les 2 bandits, ça fait 6. »« Eh bien, c'est juste notre chiffre. Nous sommes même, dans le cas où ces messieurs montreraient des mauvaises dispositions, en force égale, et par conséquent en mesure de les contenir. Ainsi, une dernière fois, va pour Monte Cristo. »« Oui, Excellence. Mais vous nous permettrez bien encore de prendre quelques précautions ? » ?»« Comment donc, mon cher ? Soyez sage comme Nestor et prudent comme Ulysse. Je fais plus que de vous le permettre, je vous y exhorte. »« Eh bien alors, silence, fit Gaetano. Tout le monde se tut. Pour un homme envisageant, comme Franz, toute chose sous son véritable point de vue, la situation, sans être dangereuse, ne manquait pas d'une certaine gravité. Il se trouvait dans l'obscurité la plus profonde, isolé, au milieu de la mer, avec des mariniers qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient aucun motif de lui être dévoués. Qui savait qu'il avait dans sa ceinture quelques milliers de francs et qui avait 10 fois, sinon avec envie, du moins avec curiosité, examiné ses armes qui étaient fort belles. D'un autre côté, il allait aborder, sans autre escorte que ses hommes, dans une île qui portait un nom fort religieux, mais qui ne semblait pas promettre à Franz une autre hospitalité que celle du calvaire au Christ, grâce à ses contrebandiers et à ses bandits. Puis cette histoire de bâtiment coulé à fond, qu'il avait cru exagérer le jour, lui semblait plus vraisemblable la nuit. Aussi, placé qu'il était entre ce double danger peut-être imaginaire, il ne quittait pas ses hommes des yeux et son fusil de la main. Cependant, les mariniers avaient de nouveau hissé leurs voiles et avaient repris leurs sillons déjà creusés en allant et en revenant. À travers l'obscurité, Franz, déjà un peu habitué aux ténèbres, distinguait le géant de granit que la barque côtoyait. Puis enfin, en dépassant de nouveau l'angle d'un rocher, il aperçut le feu qui brillait, plus éclatant que jamais, et autour de ce feu, 5 ou 6 personnes assises. La réverbération du foyer s'étendait d'une centaine de pas en mer. Gaetano côtoya la lumière, en faisant toutefois rester la barque dans la partie non éclairée. Puis, lorsqu'elle fut tout à fait en face du foyer, il mit le cap sur lui et entra bravement dans le cercle lumineux, en entonnant une chanson de pêcheur dont il soutenait le chant à lui seul, et dont ses compagnons reprenaient le refrain en chœur. Au premier mot de la chanson, les hommes assis autour du foyer s'étaient levés et s'étaient approchés du débarcadère, les yeux fixés sur la barque, dont ils s'efforçaient visiblement de juger la force et de deviner les intentions. Bientôt, ils parurent avoir fait un examen suffisant et allèrent, à l'exception d'un seul qui resta debout sur le rivage,
se rasseoir autour du feu, devant lequel rôtissait un chevreau tout entier. Lorsque le bateau fut arrivé à une vingtaine de pas de la terre, l'homme qui était sur le rivage fit machinalement, avec sa carabine, le geste d'une sentinelle qui attend une patrouille, et cria « Qui vive ?» en patois sarde. Franz arma froidement ses 2 coups. Gaetano échangea alors avec cet homme quelques paroles auxquelles le voyageur ne comprit rien, mais qui le concernaient évidemment. « Son Excellence, demanda le patron, veut-elle se nommer ou garder l'incognito ? Mon nom doit être parfaitement inconnu. Dites-leur donc simplement, reprit Franz, que je suis un Français voyageant pour ses plaisirs. » Lorsque Gaetano eut transmis cette réponse, la sentinelle donna un ordre à l'un des hommes assis devant le feu, lequel se leva aussitôt et disparut dans les rochers. Il se fit un silence. Chacun semblait préoccupé de ses affaires. Franz de son débarquement, les matelots de leurs voiles, les contrebandiers de leurs chevreaux, mais au milieu de cette insouciance apparente, on s'observait mutuellement. L'homme qui s'était éloigné reparut tout à coup, du côté opposé de celui par lequel il avait disparu. Il fit un signe de la tête à la sentinelle, qui se retourna de leur côté et se contenta de prononcer ces seules paroles. S'accommodi. Le s'accommodi italien est intraduisible. Il veut dire à la fois « Venez, entrez, soyez le bienvenu, faites comme chez vous, vous êtes le maître ». C'est comme cette phrase turque de Molière qui étonnait si fort le bourgeois gentilhomme par la quantité de choses qu'elle contenait. Les matelots ne se le firent pas dire 2 fois. En 4 coups de rame, la barque toucha la terre. Gaetano sauta sur la grève, échangea encore quelques mots à voix basse avec la sentinelle, ses compagnons descendirent l'un après l'autre, puis vint enfin le tour de Franz. Il avait un de ses fusils en bandoulière. Gaetano avait l'autre. Un des matelots tenait sa carabine. Son costume tenait à la fois de l'artiste et du dandy, ce qui n'inspira aux hôtes aucun soupçon et, par conséquent, aucune inquiétude. On amarra la barque au rivage, on fit quelques pas pour chercher un bivouac commode, mais sans doute le point vers lequel on s'acheminait n'était pas de la convenance du contrebandier qui remplissait le poste de surveillant, car il cria à Gaetano « Non, point par là, s'il vous plaît. » Gaetano balbutia une excuse et, sans insister davantage, s'avança du côté opposé, tandis que 2 matelots, pour éclairer la route, allaient allumer des torches au foyer. On fit 30 pas à peu près, et l'on s'arrêta sur une petite esplanade tout entourée de rochers dans lesquels on avait creusé des espèces de sièges, à peu près pareils à de petites guérites où l'on montrait la garde assis. Alentour poussaient, dans des veines de terre végétale, quelques chênes nains et des touffes épaisses de myrte. Franz abaissa une torche et reconnut, à un amas de cendres, qu'il n'était pas le premier à s'apercevoir du confortable de cette localité, et que ce devait être une des stations habituelles des visiteurs nomades de l'île de Monte Cristo. Quant à son attente d'événements, elle avait cessé. Une fois le pied sur la terre ferme, une fois qu'il eut vu les dispositions, sinon amicales, du moins indifférentes de ses hôtes, toute sa préoccupation avait disparu, et, à l'odeur du chevreau qui rôtissait au bivouac voisin, la préoccupation s'était changée en appétit. Il toucha 2 mots de ce nouvel incident à Gaetano, qui lui répondit qu'il n'y avait rien de plus simple qu'un souper quand on avait, comme eux dans leur barque, du pain, du vin, 6 perdrix et un bon feu pour les faire rôtir. D'ailleurs, ajouta-t-il, si votre Excellence trouve si tentante l'odeur de ce chevreau, je puis aller offrir à nos voisins 2 de nos oiseaux pour une tranche de leur quadrupède. Faites, Gaetano, faites, dit Franz. Vous êtes véritablement né avec le génie de la négociation. Pendant ce temps, les matelots avaient arraché des brassées de bruyère, fait des fagots de myrte et de chêne vert, auxquels ils avaient mis le feu,
ce qui présentait un foyer assez respectable. Franz attendait donc avec impatience, humant toujours l'odeur du chevreau, le retour du patron, lorsque celui-ci reparut et vint à lui d'un air fort préoccupé. « Eh bien, demanda-t-il, quoi de nouveau ? On repousse notre offre ? Au contraire, fit Gaetano, le chef, à qui l'on a dit que vous étiez un jeune homme français, vous invite à souper avec lui. » Eh bien, mais, dit Franz, c'est un homme fort civilisé que ce chef, et je ne vois pas pourquoi je refuserais. D'autant plus que j'apporte ma part du souper. Oh, ce n'est pas cela. Il a de quoi souper. Et au-delà. Mais c'est qu'il met à votre présentation chez lui une singulière condition. Chez lui, reprit le jeune homme. Il a donc fait bâtir une maison? Non, mais il n'en a pas moins un chez lui fort confortable, à ce qu'on assure du moins. Vous connaissez donc ce chef? J'en ai entendu parler. En bien ou en mal? Des deux façons. Diable! Et quelle est cette condition? C'est de vous laisser bander les yeux et de noter votre bandeau que lorsqu'il vous y invitera lui-même. Franz sonda autant que possible le regard de Gaetano pour savoir ce que cachait cette proposition. « Ah, dame !» reprit celui-ci, répondant à la pensée de Franz. « Je le sais bien. La chose mérite réflexion. »« Que feriez-vous à ma place ?» dit le jeune homme. « Moi, qui n'ai rien à perdre, j'irais. »« Vous accepteriez ?»« Oui, ne fût-ce que par curiosité. »« Il y a donc quelque chose de curieux à voir chez ce chef ?»« Écoutez, » dit Gaetano en baissant la voix, « je ne sais pas si ce qu'on dit est vrai. » Il s'arrêta en regardant si aucun étranger ne l'écoutait. « Et que dit-on ? » On dit que ce chef habite un souterrain auprès duquel le palais Pitti est bien peu de chose. « Quel rêve !» dit Franz en se rasseyant. « Oh, ce n'est pas un rêve, » continua le patron, « c'est une réalité. Cama, le pilote du Saint-Ferdinand, y est entré un jour, et il en est sorti tout émerveillé, en disant qu'il n'y a de pareils trésors que dans les contes de fées. « Ah, ça ! Mais savez-vous, dit Franz, qu'avec de pareilles paroles, vous me feriez descendre dans la caverne d'Ali Baba. »« Je vous dis ce qu'on m'a dit, Excellence. »« Alors, vous me conseillez d'accepter ?»« Oh, je ne dis pas cela. Votre Excellence fera selon son bon plaisir. Je ne voudrais pas lui donner un conseil dans une semblable occasion. » Franz réfléchit quelques instants, comprit que cet homme si riche ne pouvait lui en vouloir, à lui qui portait seulement quelques 1000 francs, et, comme il n'entrevoyait dans tout cela qu'un excellent souper, il accepta. Gaetano alla porter sa réponse.